Ok, alors il est midi pile, on va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous. On va commencer en laissant la parole à Patrick tout de suite. Donc Patrick Marmen est chef d'équipe au bureau du design de la ville de Montréal. Je vous laisse introduire ça, Patrick. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui nous fait vraiment plaisir là, de, de, de contribuer à sa mise sur pied là, en collaboration avec l'équipe du CERIEC à l'ETS. En fait, le projet construction circulaire là, est issu de l'appel à projet qu'on a mené, là, développons ensemble une plus forte culture de design lancée il y a 1 an et demi, 2 ans, pour mener des actions de sensibilisation à la qualité en design. Donc, on est très heureux que le CERIEC ait déposé ce projet pour diffuser toute sa connaissance sur la question de la circularité dans le domaine de la construction. C'est une initiative qui a été soutenue par l'Entente de développement culturel de Montréal, là, qui est conclue entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Et il me reste juste à vous souhaiter bon webinaire et merci beaucoup à l'équipe du CERIEC là, de faire cette diffusion pour nous. Merci beaucoup, merci Patrick. Puis à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous donc à ce webinaire intitulé Construction circulaire, réflexes à adopter pour amorcer la transition, qui est, comme le disait Patrick à l'instant, organisé par le FERIEC et le Bureau du design de la ville de Montréal. Donc on est bien contents. Je suis Hortense Montou. On vous accueille avec ma collègue Alice. Allô? Pour ce Bonjour. webinaire. On travaille tous deux au CERIEC, donc c'est le Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire. On est basé à l'ETS à Montréal, d'où nous vous parlons aujourd'hui. Nous avons mené depuis 2021 le Lab Construction, qui est un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour le secteur de la construction. Les informations transmises aujourd'hui sont en grande partie issues de ces 3 années d'expérimentation et de co-création. Je vous passe quelques infos techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est en mode webinaire, comme vous l'avez vu. Donc, le chat est désactivé. Vous ne pourrez pas non plus lever la main pour poser une question, mais il y a une boîte questions-réponses qui s'affiche en bas de votre écran dans laquelle vous pouvez nous indiquer des questions. Notre collègue Émilie, merci à elle, est là en support pour nous soutenir dans le chat. Et on va essayer d'avoir un petit temps de questions-réponses à la fin, si tout va bien. Vous pouvez ajuster la taille de la présentation et de la vidéo grâce à la barre au milieu de votre écran que vous pouvez déplacer à gauche ou à droite. Et finalement, comme vous l'avez constaté, ce webinaire est enregistré. Il sera donc disponible en rediffusion prochainement sur la chaîne YouTube du CERIEC. Pour aujourd'hui, donc on a une trentaine de minutes de présentation puis un petit temps de questions ensuite. Donc on va commencer par présenter les grands enjeux auxquels l'économie circulaire répond, comment l'approche développée par le Lab Construction y répond notamment. Et puis ensuite, on vous détaillera les ressources et les outils disponibles qui ont été développés dans le cadre du lab pour commencer à entrer en économie circulaire dès aujourd'hui. Et puis finalement, on aura quelques propositions de réflexes à adopter pour vous lancer aussi dans ces questionnements et dans cette transition. Voilà pour l'introduction. Donc, on peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alice, peux-tu nous parler des enjeux clés auxquels nous faisons face en général et pour le secteur de la construction en général, en particulier? Donc bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de circularité en construction. Mais avant de commencer, je veux quand même vous rappeler quelques enjeux clés, des enjeux environnementaux majeurs auxquels nous faisons face aujourd'hui. On consomme à l'échelle mondiale 100 milliards de tonnes. Donc, c'est 100 milliards de tonnes de ressources qui sont extraites et transformées par an dans le monde. Par ailleurs, il y a 1 million d'espèces qui sont actuellement menacées d'extinction, donc soulignant la perte accélérée de la diversité. La planète aussi a déjà connu un dépassement épisodique de 1,5 degré de réchauffement, ce qui est un seuil critique par rapport à la stabilité climatique. Finalement, la dernière donnée qui s'applique plus au Québec, c'est le taux de circularité du Québec qui reste faible. Il a été calculé en 2021 et il s'élève à 3,5%. Donc, ça reflète vraiment l'importance d'améliorer la réutilisation des ressources. Et donc, ces chiffres aussi démontrent qu'on vit une crise qui est triple, donc au niveau de notre consommation de ressources, la perte de la biodiversité et la crise climatique. Donc, elles mettent en lumière l'urgence de repenser les modèles climatiques pour mieux préserver nos ressources, limiter les impacts climatiques et protéger la biodiversité.
Donc, pourquoi particulièrement l'économie circulaire en construction? La première donnée qu'on veut vous présenter, c'est que ça représente à l'échelle mondiale, le secteur de la construction représente 42% des émissions de gaz à effet de serre. Puis, parallèlement, c'est 7% du PIB du Québec. Donc, c'est un secteur économique majeur du Québec, ce qui rend sa circularisation d'autant plus stratégique pour réduire les impacts environnementaux qui y sont liés et qui contribuent aux impacts généraux qu'on vous a présentés juste avant. Un autre enjeu lié au secteur de la construction, c'est la gestion des résidus de construction, rénovation, démolition, qui reste un enjeu majeur au Québec, comme le montrent ces chiffres qui sont issus du bilan sur la gestion des CRD qui a été publié par Recyc-Québec en 2021. Donc, le Québec produit 3,5 millions de tonnes de matières résiduelles par année dans le secteur de la construction, donc 3,5 millions de tonnes de CRD. Sur ces 3,5 millions de tonnes, il y a 53% qui sont effectivement acheminés, enfin qui ont été effectivement acheminés vers un centre de tri en 2021. Puis sur ces 50%-là, seulement environ 47% ont effectivement été recyclés ou valorisés énergétiquement. Donc, ça fait seulement 25% ou 900 000 tonnes qui sont valorisées ou recyclées chaque année. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur auquel il faut répondre. Et donc, nous, on pense que l'économie circulaire est une des solutions pour résoudre cet enjeu de gestion des ressources et d'impact environnemental. Donc maintenant, l'économie circulaire, qu'est-ce que c'est? Vous voyez à l'écran, c'est la définition de l'économie circulaire selon le pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est un modèle qui vise à optimiser l'utilisation des ressources tout au long du cycle de vie des biens et des services afin de réduire leur empreinte environnementale et de contribuer au bien-être des individus et des collectivités. L'économie circulaire, ça repose sur 4 catégories de stratégies principales que nous allons comprendre plus en détail en regardant comment elles s'appliquent spécifiquement au secteur de la construction plus tard dans le webinaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une approche globale qui vise à transformer notre système linéaire actuel vers un système circulaire qui est plus durable. Bon, il y a cette définition qui a été définie, mais c'est aussi devenu une priorité gouvernementale à plusieurs niveaux. Et ces 2 initiatives majeures que vous voyez apparaître à l'écran le présentent. Donc tout d'abord, il y a la feuille de route gouvernementale du Québec 2024-2028 qui a été publiée cette année et qui vise à accélérer la transition vers l'économie circulaire à travers des actions concrètes et multisectorielles pour le Québec. Puis il y a aussi la feuille de route montréalaise en économie circulaire 2024-2030, qui, elle, s'inscrit dans une démarche locale pour intégrer les principes de circularité dans les pratiques urbaines et économiques de la ville de Montréal. Il y a d'autres feuilles de route qui existent au travers le Québec, et puis je vais laisser ma collègue Émilie les lister dans le chat. Ces différentes initiatives gouvernementales montrent bien que la transition vers l'économie circulaire est déjà en voie et que cela va nécessairement impacter les pratiques des entreprises, des collectivités, de la société civile dans les prochaines années. Notamment à la ville de Montréal, on voit, vous avez un encadrement sur le don et la revente et la gestion des biens usagés. Donc, c'est déjà des choses des procédures, des nouvelles pratiques qui commencent à se mettre en œuvre. Et l'autre aspect intéressant de ces feuilles de route, c'est que dans les 2 cas, le secteur de la construction est identifié comme un secteur prioritaire. Oui, merci. Donc, ces enjeux-là qui sont liés à l'économie linéaire et à l'impact du secteur de la construction qu'on vient de voir ont amené comme proposition de réponse de la part du CERIEC le Lab Construction. Donc, Alice, est-ce que tu peux nous décrire un peu ce dispositif puis qu'est-ce que ça a amené? Oui, tout à fait. Donc, vous passez de l'économie circulaire à de l'économie linéaire à l'économie circulaire. On ne veut pas faire l'inverse, ça c'est certain. Ça représente un changement sociétal profond. Il y a plusieurs freins qui se dressent à cette transition, donc des freins réglementaires, économiques, techniques, pratiques, en regard à la disponibilité des outils, puis aussi des freins liés à l'inertie ou à la résistance au changement. Aussi, la mise en place de certaines innovations peuvent déclencher des effets rebonds.
Et donc, face à ces constats-là, on pense vraiment que c'est une approche systémique qui est nécessaire pour déclencher ce changement sociétal qui est vrai, qui doit être profond. Donc, c'est pour ça que, avec le Lab Construction, on a voulu réunir des parties prenantes de tout le secteur, les rassembler autour de la thématique de l'économie circulaire, et on a visé à démontrer par des projets d'expérimentation innovants et co-créés avec ces parties prenantes comment on peut intégrer puis généraliser des stratégies d'économie circulaire dans le secteur de la construction au Québec. Donc, au cours de ces 3 années d'opération, le lab a rassemblé plus de 300 parties prenantes et donc ces parties prenantes ont permis la co-création puis l'expérimentation de 19 projets mettant en œuvre différentes stratégies d'économie circulaire. De ces projets ont découlé 70 ressources qui sont là pour outiller le secteur sur la base des apprentissages et des résultats des projets. Donc, c'est dans ce cadre que, comme le disait Patrick, le gouvernement du Québec et la ville de Montréal, dans le cadre de l'entente de développement culturel, ont financé le développement de la plateforme Construction circulaire qui met à disposition, à votre disposition, à la disposition de tout le secteur de la construction, l'ensemble de ces 70 ressources. Et dans le cadre de cette entente aussi, l'équipe de Seriac a également rédigé un guide sur la construction circulaire qui est disponible sur la trousse qualité design de la ville de Montréal et qui présente les résultats principaux et accompagne différentes catégories de parties prenantes vers la mise en œuvre de la circularité dans leur activité. Aujourd'hui, on va faire une introduction à la construction circulaire et donc on vous invite aussi par la suite à aller consulter ces deux outils, donc la plateforme construction circulaire puis le guide disponible sur la trousse qualité design. Merci. Donc là, dans ce qui s'en vient, on va vous présenter les ressources disponibles qui ont émergé finalement des projets du lab. Ce qu'on a constaté, c'est que le contexte linéaire actuel dans lequel on se trouve présente évidemment des freins pour la transition. Alice l'a mentionné. Certains de ces freins-là sont réels, voire profonds, et il reste bien sûr du travail à faire pour les lever. On n'a collectivement pas du tout fini ce travail-là. Mais on a aussi constaté que certains de ces freins sont un peu des mythes, ou en tout cas partiellement, ils sont parfois perçus comme plus grands que ce qu'ils sont en réalité. Donc Alice, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont ces mythes et puis on va peut-être les déconstruire ensemble ensuite. Oui, tout à fait. Donc, le premier mythe qu'on entend souvent, c'est que la réglementation actuelle empêche de mettre en œuvre l'économie circulaire. Le deuxième mythe, c'est que l'économie circulaire ne permet pas de développer des modèles d'affaires qui sont viables économiquement. Le troisième mythe, c'est que y a trop de contraintes logistiques et un manque de compétences autour des pratiques circulaires qui empêchent leur démocratisation. Puis finalement, le quatrième mythe, c'est qu'il n'y a pas de connaissances et d'outils disponibles dans pour accompagner les différents acteurs et actrices du secteur dans la mise en œuvre de l'économie circulaire. Donc bien sûr, il y a une partie de ces mythes qui est bien réelle, mais aujourd'hui, on veut vous démontrer à partir de l'expérience des 3 années du lab que en fait, la circularité en construction, c'est possible dès maintenant. Et donc, on va vous accompagner aujourd'hui au travers de différents exemples disponibles sur la plateforme circulaire. Puis on va aussi vous montrer comment rechercher différentes ressources. Donc, rentrons maintenant vraiment dans le vif du sujet, le cœur de l'économie circulaire en construction. Donc, le schéma que vous voyez apparaître à l'écran, il peut paraître un peu complexe, mais en fait, il permet surtout de voir comment les 4 stratégies d'économie circulaire peuvent s'appliquer à différents maillons de la chaîne de valeur. Et les flèches que vous voyez, c'est aussi pour que vous vous représentiez comment les 19 projets du lab ont exploré ces différentes stratégies à différentes étapes du cycle de vie du bâtiment. Donc, la chaîne de valeur du secteur de la construction, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Une chaîne de valeur, de manière générale, c'est l'ensemble des activités réalisées depuis la commande ou la conception d'un produit jusqu'à sa fin de vie. Donc, concrètement, la chaîne de valeur du secteur de la construction peut être découpée en plusieurs étapes. La commande d'un bâtiment ou d'un ouvrage, sa conception, le choix des matériaux de construction, la construction du bâtiment en tant que tel, l'exploitation de ce bâtiment, puis sa déconstruction. Donc oui, quand on parle maintenant on ne parle plus de démolition, vu qu'on est dans une vision circulaire.
Ces différentes étapes sont aussi appelées les étapes du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, vous pouvez utiliser les deux termes. Par ailleurs, ce que vous voyez en couleur, les 4 gros blocs, c'est les 4 catégories d'économie circulaire qu'on va détailler par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en mettant en œuvre des stratégies d'économie circulaire, cela permet de réduire la consommation des ressources et les impacts, les impacts environnementaux et limiter aussi la production de matières résiduelles aux différentes étapes du cycle de vie. Dans un modèle linéaire, on voit en haut à gauche l'extraction des ressources, puis en bas à droite, l'élimination des résidus à la fin du cycle de vie du bâtiment. Et ça c'est aussi c'est aussi de l'élimination tout au long du cycle de vie. Mais donc l'économie circulaire vise à réduire l'extraction et l'élimination au travers de ces différentes stratégies. Donc maintenant, on va creuser un peu plus certaines de ces stratégies et je vais donc, comme je vous le disais, vous en profiter pour vous montrer différents modes de recherche sur la plateforme Construction Circulaire pour vous aider à trouver les ressources et les outils les plus pertinents pour vous. Donc, tout d'abord, en amont du cycle de vie, ici, il y a la catégorie de stratégies repensées que vous voyez apparaître en violet à l'écran. Donc, à cette étape, les stratégies qu'on peut mettre en œuvre, donc c'est l'éco-conception des bâtiments est une des stratégies possibles. Donc, ça consiste à repenser la conception des bâtiments en ayant la volonté de prolonger leur durée de vie et celle des matériaux qui les composent. Ces nouvelles approches de conception circulaire, ainsi que le choix de matériaux à impact moindre, peuvent être des critères qui sont intégrés dans les appels d'offres. Donc, une autre approche possible à cette étape du cycle de vie est donc la mise sur pied d'une stratégie d'approvisionnement responsable circulaire. D'ailleurs, il y a un outil d'accompagnement pour les donneurs d'ouvrages qui a été développé par un projet du Lab et qui propose des clauses circulaires qui peuvent être intégrées dans les appels d'offres. Vous pouvez retrouver cet outil sur la plateforme Construction Circulaire en faisant une recherche par profil d'utilisateur. Et donc, je vais vous emmener avec moi sur la plateforme pour vous faire une démonstration. Donc ici, vous arrivez sur la plateforme Construction Circulaire et vous voyez ici que vous pouvez définir différents critères en fonction de votre profil. Donc, par exemple, si vous êtes un fonctionnaire ou un élu municipal, vous pouvez choisir cette catégorie. Vous travaillez donc à cette étape du cycle de vie sur la commande du bâtiment et vous cherchez à vous outiller. Vous voyez donc le nombre de ressources disponibles qui apparaissent, qui répondent à ces critères. Donc, en cliquant sur ça, vous voyez les différents outils, vidéos, guides qui répondent à cette demande. Et donc, notamment ici, les clauses de conception pour faciliter l'économie circulaire dans les bâtiments. Donc, si on clique ici, vous arrivez sur la page de description de cet outil, puis vous pouvez le télécharger ici. Je vais l'ouvrir avec vous, le télécharger, en espérant qu'il s'ouvre au bon endroit. Donc, je vais le mettre sur le bon écran. Ouais, donc non. Donc, ici, vous voyez l'outil qui a été développé par l'ECPAR, puis les différentes clauses d'économie circulaire dans les bâtiments que vous pouvez intégrer dans vos appels d'offres. Donc, revenons à notre présentation. Ces clauses, elles ont été développées, les clauses que vous avez vues à l'écran, elles ont été développées dans le cadre réglementaire actuel. Et donc, le mythe convient, le cadre réglementaire autour des appels d'offres, je veux dire. Et donc, on vient de déconstruire finalement le mythe que la perception de la réglementation est trop restrictive pour intégrer l'économie circulaire, car effectivement, les clauses qui sont développées permettent vraiment, dans le cadre entourant les appels d'offres aujourd'hui, d'intégrer des demandes contractuelles plus circulaires dans les différents appels d'offres. Donc, on vient de déconstruire le mythe de la réglementation. Maintenant, passons à la catégorie de stratégie qui permet d'intensifier l'usage des équipements et des bâtiments, donc de les utiliser plus souvent et plus longtemps, ce qui résulte à l'extraction de moins de ressources vierges. Donc, intensifier l'usage des bâtiments, ça peut être fait au travers de 4 stratégies. L'optimisation des opérations, l'économie collaborative, l'économie de fonctionnalité et la location d'équipements.
Pour bien comprendre chaque stratégie, vous pouvez aller chercher leur définition sur la plateforme. Je vous emmène avec moi à nouveau. Donc ici, on est sur la plateforme Construction circulaire. Vous avez l'onglet Stratégie ici sur lequel vous pouvez cliquer et vous voyez apparaître la roue qui représente les 12 stratégies d'économie circulaire telles que définies au Québec. Et ici, donc, allons voir plus en détail l'économie de fonctionnalité. Vous pouvez cliquer sur l'icône. Et ici, vous voyez donc apparaître la définition de cette stratégie. Donc, l'économie de fonctionnalité, c'est un modèle économique reposant sur la vente de la mise à disposition d'un bien matériel ou bien d'un service, plutôt que sur la vente du bien ou du service en lui-même. Donc, cette définition, peut-être que vous la comprenez pas encore, mais si vous voulez creuser davantage, vous pouvez descendre et vous voyez apparaître donc les différents projets et les différentes ressources qui sont liées à cette stratégie, donc l'économie de fonctionnalité. Donc allons voir plus spécifiquement, il y a un des projets du lab qui a regardé les bénéfices de l'économie de fonctionnalité. Donc ici, en cliquant sur cette page, vous arrivez sur la fiche descriptive du projet, donc avec sa description, ses objectifs, ses résultats clés et ses enseignements principaux. Ici, on voit que le projet a démontré que la mise en œuvre de l'économie de fonctionnalité réduisait les impacts environnementaux, mais permettait aussi des bénéfices économiques pour l'organisation qui a mis en œuvre cette stratégie. Donc ici, on vient finalement de déconstruire un petit peu le mythe de la viabilité économique. Donc l'économie circulaire permet le développement de nouveaux modèles qui ont des bénéfices environnementaux, mais aussi économiques et parfois stratégiques pour les organisations. On va continuer dans notre chaîne de valeur avec ici la catégorie de stratégie qui permet de prolonger la durée de vie des bâtiments et des matériaux. Donc, vous la voyez apparaître en bleu clair à l'écran. Donc, cette catégorie de stratégie, elle passe par des approches comme l'entretien et la réparation, le don et la revente, le reconditionnement. Donc, appliqué au bâtiment, on parle plutôt de rénovation circulaire, de réemploi de matériaux ou de requalification de bâtiments. Et je vous emmène avec moi à nouveau sur la plateforme pour explorer un nouveau mode de recherche, cette fois par projet d'expérimentation. Donc, encore une fois, on arrive sur la page principale. Vous avez aussi un onglet projet ici, donc cliquons dessus. Là, vous voyez apparaître dans la page projet les fiches projet des 19 projets d'expérimentation du lab. Et ici, vous avez un certain nombre de filtres qui apparaissent. Et donc, vous pouvez aussi faire un filtre par type de stratégie. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, par le réemploi de matériaux de construction, vous pouvez aller voir la stratégie, voir les projets qui sont en lien avec le don et la revente. Donc, appliquer les filtres. Ici, on voit les projets qui mettent en œuvre cette stratégie apparaître. Et donc, allons voir un peu plus en détail le projet sur le réemploi des matériaux issus de la déconstruction qui a été mené en Gaspésie. Ce projet a permis la déconstruction de 2 bâtiments municipaux et une équipe de recherche a analysé le processus logistique de cette déconstruction et cela a abouti au développement d'une boîte à outils qui a permis de documenter toute l'approche et qui vise vraiment à outiller d'autres municipalités au Québec pour mettre en œuvre d'autres projets de déconstruction. Donc, encore une fois, je ne vais pas la télécharger cette fois-ci, mais vous pouvez la télécharger ici en cliquant sur ce bouton. Donc, le mythe déconstruit ici est celui de la logistique et des compétences. En effet, le projet a analysé la logistique du processus de déconstruction et a mis en lumière des nouvelles pratiques qui sont nécessaires à la transition. Donc oui, l'économie circulaire nécessite le développement de nouvelles compétences et la mise en œuvre de nouveaux processus, mais c'est possible c'est possible avec les outils actuels que nous avons. Puis surtout, la documentation de ces processus permet vraiment de démocratiser ces nouvelles approches. Donc finalement, on arrive en fin de cycle, en fin de vie du bâtiment, avec des stratégies qui permettent de redonner une nouvelle vie aux matériaux de construction.
Vous êtes probablement déjà plus familier et familière avec cette catégorie de stratégie qui inclut le recyclage et le compostage, la valorisation et l'écologie industrielle. Ces stratégies, finalement, offrent des options de gestion des résidus de construction, rénovation, démolition. Et donc, si vous voulez en savoir plus, avoir plus d'informations sur ces stratégies, vous pouvez aussi faire des recherches mots-clés. Donc, si par exemple, la thématique qui est très liée à la gestion de la fin de vie des matériaux, du tri à la source sur chantier vous intéresse, vous avez la loupe ici et vous pouvez tout simplement taper tri à la source dans la barre de recherche et vous voyez encore une fois apparaître les différents projets. C'est bon, voilà. Le voilà. J'ai voulu aller trop vite pour mon ordinateur. Bon. Ouais, le voilà. C'est bon. Donc, voilà, ici, vous voyez à nouveau le projet donc la fiche sur le trait à la source sur chantier qui a été mené à Bromont, donc le projet Écoterie. Et ce projet a permis de développer aussi un certain nombre d'outils et des ressources associées, encore une fois, que vous pouvez trouver en bas de page si c'est une thématique qui vous intéresse à explorer. Donc, finalement, ici, le mythe qu'on déconstruit, c'est celui des connaissances disponibles. Donc, que ce soit au travers des projets du Lab Construction ou d'autres initiatives, il y a vraiment plusieurs acteurs et actrices du secteur qui testent des solutions et développent des outils pertinents pour vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller visiter la plateforme. Puis, Hortense va continuer à vous présenter par la suite d'autres outils qui sont disponibles. On espère que ce bref aperçu vous permet de mieux comprendre comment agir à votre propre niveau d'intervention. Puis Hortense, je vais te laisser la parole pour discuter un peu plus des réflexes à adopter. Oui, merci. Pour la main. Ouais. Donc, on vient de voir qu'il existe plusieurs outils disponibles qui sont des réponses très concrètes, très opérationnelles. Mais au-delà de ces réponses-là qui sont essentielles, on se rend compte aussi que la transition nécessite en fait de nouvelles façons de faire à une échelle peut-être plus grande et plus systémique. Donc, ce qu'on vous propose ici et aussi dans le guide qui est dans la trousse qualité design, c'est quelques réflexes et pistes d'action pour vous aider à enclencher finalement cette transition. Donc, on les a listés. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, c'est une proposition de notre part. Donc, ils sont au nombre de 6. Le premier, ce serait de travailler en interdisciplinarité et en collaboration. Plus on avance en économie circulaire, plus on se rend compte que ça ne peut pas se faire seul. En fait, ça prend vraiment une prise de conscience de l'impact d'une de mes décisions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ça prend le croisement des regards et des disciplines, puis vraiment la collaboration pour parvenir à réduire et optimiser l'utilisation des ressources. On cherche aussi à prioriser les stratégies amont, donc celles qui sont au début de la chaîne de valeur. Donc le donneur d'ouvrage, le concepteur ont vraiment un rôle majeur parce que ces stratégies-là, finalement, ces choix qu'on fait au début de la vie d'un ouvrage, parfois avant même qu'il existe, ont des effets sur l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris sur la fin de vie de ces bâtiments, de ces ouvrages, de ces matériaux. On privilégie les boucles courtes, ce serait le troisième réflexe. Évidemment, on cherche à limiter l'impact environnemental de chaque opération. Donc, on veut des boucles courtes. Et ce que je veux dire par là, c'est à la fois des stratégies qui peuvent être mises en œuvre localement. Donc, on parle de boucles, de boucles géographiques, mais aussi des stratégies qui limitent le nombre d'opérations de transformation. Là, on parle de boucles courtes opérationnelles. Donc, mettons, on évite peut-être d'avoir des opérations de recyclage qui impliquent un énorme transport ou de très grandes ressources énergétiques. Pour mener cette opération, on perdrait un peu le bénéfice. Je rappelle aussi que la boucle la plus courte, c'est celle qui n'existe pas. Donc, vraiment, les réflexes de refuser de démolir, refuser de construire à neuf, essayer de maintenir ce qui existe déjà, c'est vraiment à considérer en premier. Le quatrième réflexe, c'est prendre conscience de la chaîne de valeur. On l'a vu avec la démonstration d'Alice, c'est que c'est vraiment, tout est lié. On voit aussi que certaines actions qui sont circulaires en apparence peuvent avoir des effets négatifs, indirects, un peu plus loin dans la chaîne de valeur. C'est ce qui a été mentionné tantôt qu'on appelle les effets rebonds. Donc, pour éviter ça, on essaie vraiment de se questionner sur si je prends une décision maintenant, quels effets positifs ou négatifs vont avoir lieu plus loin
sur la vie de mon bâtiment, de mon ouvrage, même quand c'est plus moi qui en serai responsable. Il y a vraiment et puis c'est là qu'on rejoint la collaboration aussi. Et donc, pour soutenir cette réflexion et prendre les meilleures décisions, il y a des outils qui existent, des outils de mesure comme la mesure de l'impact environnemental, la mesure de l'impact économique et stratégique aussi. On en a donné quelques exemples aujourd'hui, puis il y en a d'autres dans la plateforme. Expérimenter, documenter, répliquer, nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, évidemment, dans les labs, mais on pense que c'est important de le faire à toutes les échelles parce que, comme toute innovation, la transition vers l'économie circulaire, elle représente nécessairement des essais, des itérations, des expérimentations, puis parfois aussi des échecs. Donc, c'est vraiment à la fois oser se créer ses propres terrains d'expérimentation, se dire, ah, sur un petit morceau de tel projet, je vais m'essayer à changer un petit morceau de telle pratique pour itérer, commencer à se pratiquer, mais c'est aussi documenter et consigner les bons et les mauvais coups pour pouvoir, projet après projet, au fil du temps, gagner en efficacité, en ampleur dans la mise en œuvre collective de ces stratégies. Accepter l'inconfort, ça peut faire sourire, mais en fait, on le voit, la transition vers l'économie circulaire, elle est systémique et donc nécessairement complexe. Et ce qu'on a constaté aussi au cours du Lab Construction, c'est que ces projets-là, ils ont, oui, rencontré des obstacles, ils ne sont pas toujours allés aussi loin que ce qu'ils auraient souhaité. Ils ont parfois bousculé des certitudes, mais en fait, cet inconfort, il fait partie de l'innovation et il est sûrement nécessaire pour vraiment se rendre à un changement de système. Voilà, donc on vient de vous présenter un certain nombre d'outils que le Lab Construction a développés, mais c'est sûr qu'il y a aussi beaucoup d'autres ressources qui existent. On en a listé certaines ici. À nouveau, ce n'est pas exhaustif, mais c'est vraiment des choses qui peuvent aussi vous inspirer dans votre réflexion. Donc, il y a Québec Circulaire, qui est une plateforme pleine de ressources, de définitions. Il y a une carte des initiatives, puis il y a un volet Montréal Circulaire. Je pense que ça va en intéresser plusieurs ici aujourd'hui. Le Fonds EcoLeader, qui est un mécanisme qui permet de vous accompagner sur certaines actions avec du financement associé. Synergie Québec, c'est un réseau avec une déclinaison locale importante, donc c'est probable qu'il y ait un agent ou des agents dans votre région. Eux aussi peuvent vous accompagner sur la valorisation de certains résidus. On parlait d'écologie industrielle tantôt, c'est beaucoup ça qu'ils font, mais aussi ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont parfois porteurs de feuilles de route régionales, donc des acteurs intéressants de se rapprocher pour comprendre ce qui se passe aussi dans votre territoire ou ce qui s'en vient. Plusieurs programmes de financement. Il y a le programme Grand V qui est récent, puis le Fonds économie circulaire de Fonds d'action, par exemple, qui peuvent vous soutenir dans certaines innovations. Et puis finalement, on travaille sur une suite du Lab Construction. On est présentement en recherche de financement, mais à un moment donné, on va retomber dans des logiques de co-création et d'expérimentation, donc restez à l'affût là-dessus. Voilà. En fait, ce qu'on vous invite à faire après toute cette présentation, c'est de vous mettre en mouvement tout de suite. Donc, dès cette semaine, aujourd'hui, demain, on vous invite à choisir une de ces actions-là. Elles sont toutes gratuites, elles ne prennent pas beaucoup de temps. Mais l'idée, c'est d'enclencher une réflexion, de commencer à faire de la place à la circularité dans vos agendas, dans vos têtes, et d'y aller comme ça par petits pas. Donc, ce qu'on propose dans cette liste d'actions, ça peut être d'aller visiter la plateforme Construction Circulaire que Alice vous a bien montré aujourd'hui, mais c'est vraiment un échantillon. Il y a pas mal d'autres choses. Vous pouvez lire le guide sur la trousse qualité design et prendre connaissance des pistes d'action possibles. Ce qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, faute de temps, c'est qu'il y a dans ce guide des fiches par profil d'utilisateur qui apportent une mise en lumière du contexte, puis surtout des liens spécifiques vers certains outils dans la plateforme Construction Circulaire, donc qui peuvent aussi vous faire gagner du temps dans cette recherche-là. Consultez Québec Circulaire, j'en ai parlé. Vous pouvez vous abonner à l'infolette du CERIEC ou à une autre qui va vous alimenter sur des contenus finalement sur ces sujets-là de circularité et construction. On n'est pas les seuls évidemment à en parler, mais ça peut être intéressant de commencer à s'abreuver de tout ça. Vous pouvez aussi nous écrire, Émilie va vous donner toutes les informations dans le chat pour manifester votre intérêt à participer finalement au Lab Construction à venir. Donc, c'est ça, toutes les infos pratiques pour accéder à ces actions-là possibles vont être mises dans le chat par Émilie. Le timing est bon, il nous reste un tout petit peu de temps pour prendre des questions parmi les participants. S'il y en a, Alice, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne dans le chat. Oui, il y a plusieurs questions bien intéressantes. On va juste en prendre une qui est quand même assez facile à répondre. C'est de Audrey. On mentionne beaucoup les bâtiments. Est-ce que le même exercice a été fait pour les infrastructures et ouvrages d'art?
Je vais répondre à celle-là, puis tu complètes. Ouais. Donc, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le bâtiment, mais aussi sur les infrastructures. Il y a 2 projets qui ont travaillé sur comment intégrer des matériaux, de développer des nouveaux matériaux d'infrastructures routières intégrant, par exemple, des bardeaux d'asphalte ou des granulats bitumineux recyclés. Donc, on a quand même intégré cette thématique des infrastructures. Puis, dans la suite du lab construction, qui va être aussi en partenariat avec l'Institut Adapté, qui travaille sur l'adaptation au changement climatique. On va aussi intégrer les thématiques autour des infrastructures qui sont aussi sensibles à cette thématique-là. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer. Oui, puis je complète en disant que les exemples qu'on a présentés et qui sont dans le lab construction, parce que c'est un parti qu'on a pris au début, sont plus axés bâtiments. Ceci dit, toutes les stratégies, toutes les définitions de stratégie, il y a quelques exemples d'infrastructures, mais tout ça est valide aussi pour tout type d'ouvrage, d'infrastructure. Et donc, c'est aussi un bon point de départ pour la réflexion, même si on a moins d'exemples pour l'instant, mais ça s'en viendra dans la suite. Ouais. Merci d'avoir complété. Hortense, il y a une autre question qui est quand même intéressante, donc je vais la lire rapidement. Une question de Gwenaëlle. Donc, est-ce que le mythe de la réglementation n'est pas plutôt lié au fait que la réglementation n'est pas suffisamment contraignante sur les enjeux de circularité dans la construction? Gwenaëlle analyse que c'est le fait que c'est aux porteurs de projets de prévoir des clauses spécifiques, ce qui peut potentiellement encourager des entrepreneurs à se tourner vers d'autres projets moins contraignants. Je te laisse. Je peux y aller, ouais. Alors oui, c'est sûr qu'une réglementation contraignante serait plus qu'aidante pour amener de la circularité. On le voit à travers les feuilles de route, les différentes politiques gouvernementales dans les différents pays que de plus en plus, il y a des politiques autour de la circularité, des politiques publiques et de plus en plus de réglementation aussi. Donc, on pressent que ça va s'en venir ici aussi au Québec, même s'il y a des enjeux parfois culturels liés à la réglementation plus ou moins forte ou faible selon les régions. Ça va finir par s'en venir. Je pense qu'à un moment, on n'aura pas le choix. Le travail qu'on fait, nous, c'est aussi de justement préparer tout le contexte, de sorte de mettre sur pied un contexte favorable à la circularité pour que quand la réglementation va s'en venir, personne va pouvoir dire ah on n'a pas les capacités, on ne sait pas comment répondre à cette réglementation, on ne sait pas comment le faire. Donc c'est très important de préparer ce terrain-là aussi. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais le Lab Construction est aussi en train de travailler sur une publication collective qui contient des recommandations. Certaines de ces recommandations-là sont à destination des pouvoirs publics, puis il y a eu dans certains des projets du Lab des réflexions autour de la réglementation, du régime d'autorisation, etc., qui gagneraient à être modifiées, bonifiées, mis plus au service de la circularité. Ce n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, mais on pressent que ça s'en vient et on travaille aussi en préparation. Mais oui, c'est un frein, ou en tout cas, ça pourrait être un levier vraiment majeur pour accélérer les choses et on y compte aussi. Ouais. Puis je vais compléter aussi sur la question des entrepreneurs pour lesquels c'est plus contraignant. Il y a vraiment dans le cas du lab des terrains d'expérimentation où des clauses circulaires ont été intégrées. Et donc c'est vrai que souvent en fait il faut juste commencer à le faire une fois avec une entreprise, puis l'entreprise effectivement la première fois qu'elle va être confrontée à ces clauses-là, ça va être un petit peu difficile, mais on a eu la chance d'avoir un deuxième terrain d'expérimentation où c'était la même entreprise. Et donc là, c'était qui participait à ce deuxième terrain. Et donc là, ça a permis finalement, l'entreprise avait déjà mis en place des nouveaux réflexes. Donc des fois, je pense que aussi le rôle des donneurs d'ouvrage et de travailler aussi en amont, et d'intégrer des clauses de circularité dans la conception, dès la conception des bâtiments, ça a un impact finalement sur tout le reste du marché au fur et à mesure. Ça a un effet boule de neige. Et donc, si de plus en plus de donneurs d'ouvrage demandent ces clauses, effectivement, ça va bousculer les entrepreneurs, les ingénieurs, les architectes qui vont devoir répondre à ces demandes. Donc, c'est un autre aspect aussi de cette approche-là. Oui, puis c'est vraiment le volet itératif qu'on décrivait. C'est un peu ça aussi. On est obligé de partir quelque part, puis d'y aller petit bout par petit bout. Puis cet effet de généralisation intervient par la suite. Ouais. J'espère que ça répond à la question.
En lien avec la démolition des maisons par des particuliers, comment pouvons-nous intervenir en tant que municipalité? Donc, je te laisse répondre. Ouais. On a eu un projet aussi dans le cadre du Lab Construction qui a étudié un peu les leviers municipaux. Donc, il y en a certains qui ont été identifiés. On a travaillé. En fait, il y a 2 projets dans le Lab Construction. Donc, je vous invite, je n'ai pas vérifié, mais en tapant réglementation, ça doit ressortir ou levier dans la plateforme. Et il y en a un notamment qui a étudié ce qui se passe dans les municipalités. Et il y a une des ressources un des livrables issus de ce projet-là, qui est une sorte de catalogue de mesures déjà existantes dans les municipalités. C'est encore assez peu développé au Québec, mais on voit par exemple dans l'ouest du Canada, il y a des municipalités qui utilisent les permis de construction, des permis de travaux en fait pour imposer simplement parce que oui, on en vient à ça, imposer des manières de faire, parfois l'entrepreneur doit, au moment où il fait une demande de permis, payer un montant qui sert à la disposition des déchets par la municipalité. Puis s'il atteint un certain taux de réemploi, de réutilisation, de valorisation de ses résidus, on lui remet ce montant-là. Donc il y a des mécanismes qui sont à la fois réglementaires dans les permis, à la fois financiers. Il y a des municipalités qui disent si vous nous présentez un plan de ce que vous allez faire avec vos résidus, on va traiter votre permis plus rapidement. Voilà, il y a des leviers comme ça qui sont déjà existants, assez peu développés au Québec, mais qui sont à nouveau valides dans le cadre canadien en tout cas. Donc, il y a quand même quelques exemples et je vous inviterai, vous pouvez nous écrire si vous ne trouvez pas ce livrable-là en particulier dont je parle, on pourra vous le transmettre, mais c'est une ressource assez intéressante pour ça. Et puis, dans le cadre du projet à Trois-Rivières, il y a eu aussi toute une analyse des données issues des permis notamment. Puis, on a identifié là-dedans des leviers que les municipalités pourraient porter plus d'attention à la qualité des rénovations, la manière dont elles sont faites, avec une liste de critères. Donc, il y a de l'amélioration possible là-dessus, puis il y a de la ressource aussi qui peut être mobilisée pour outiller les villes. Et puis aussi c'est aussi parfois du changement de pratique et de dire à quoi on prête attention quand on délivre un permis. Est-ce qu'on peut se permettre de mener des obligations? Puis le permis, c'est qu'une partie. Vous verrez dans ce même projet sur la réglementation municipale, il y a aussi d'autres leviers, de simplement institutionnaliser la déconstruction pour les bâtiments municipaux, par exemple, peut être un bon effet d'entraînement sur le marché à l'échelle locale. Voilà, il y a d'autres ressources aussi. Je ne vais pas tout lister ici, mais allez voir, c'est intéressant. Merci Hortense, je pense que tu as quand même été bien exhaustive dans cette réponse. Je pense qu'on a... Peut-être une dernière question, ouais, il nous reste 2 minutes. Ouais. Une dernière question. C'est difficile d'en choisir une dernière. Je pense, y a-t-il des personnes de référence qui peuvent être contactées dans les différentes régions? Ouais, là, on listait dans les ressources tantôt le fonds Éco-Leader et Synergie Québec. Moi, c'est vraiment les 2 ressources vers lesquelles on peut vous recommander de vous brancher. Donc, quand on partagera la présentation, puis Émilie les a peut-être mis dans le chat aussi les liens vers ces plateformes-là. Mais il y a normalement des agents dans chaque région, puis qui ont une belle connaissance aussi de ce qui se passe sur le territoire, de qu'est-ce qui est disponible comme installation, par exemple, de gestion de fin de vie et autres. Donc, c'est vraiment des ressources pertinentes à approcher. Ouais, merci Hortense. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est pour ceux et celles qui ont posé des questions dans le chat et qu'on n'a pas pu y répondre malheureusement faute de temps. N'hésitez pas à nous contacter par courriel. Je pense qu'Émilie a dû vous mettre le courriel du CERIAC. Donc on répondra avec plaisir à vos différentes questions. Ouais, je termine en disant qu'il y a aussi, il va s'afficher soit dans votre navigateur, soit par courriel, selon votre configuration, un très court sondage sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc évidemment, si vous pouvez prendre 1 minute pour le remplir, on vous en remercie et on vous en est reconnaissant. C'est ainsi qu'on va se quitter aujourd'hui. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On a eu une belle participation ce midi. Alors, on espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné envie d'aller creuser certains des outils, puis de prendre part surtout individuellement et collectivement à cette transition. Bonne journée tout le monde. Merci.